24 novembre 1942. Le maréchal von Manstein se dirige à toute vitesse vers les environs de Rostov, depuis le secteur de Leningrad, pour assumer la mission de secourir les troupes allemandes qui viennent d'être encerclées à Stalingrad. Aux commandes des unités allemandes piégées à Stalingrad, soit environ 330 000 soldats, se trouvait le général Paulus, qui avait reçu l'ordre de tenir la ville jusqu'à ce qu'il soit secouru. En tout, ces forces comprenaient environ 22 divisions réparties en 5 corps d'armée. À ce moment-là, Manstein était considéré comme l'un des meilleurs stratèges de l'armée allemande. Ses plus grands succès incluaient la conception du plan de défaite de la France en 1940 et la conquête de la ville de Sébastopol. Cependant, cette nouvelle mission serait la plus difficile qu'il ait jamais affrontée. Le 19 novembre 1942, les Soviétiques avaient déclenché l'opération Uranus contre le groupe d'armée B. Ils percèrent rapidement les lignes du 3e armée roumaine, qui défendait le front le long du Don, au nord de Stalingrad. Le lendemain, ils attaquèrent et pénétrèrent les lignes du 4e armée panzer allemande et du 4e armée roumaine, qui tenaient le front au sud de Stalingrad. Leur objectif, atteint en seulement 4 jours, était d'isoler et d'encercler la 6e armée allemande du général Paulus à Stalingrad. Ce faisant, ils laissèrent un immense trou dans le front allemand au sud de la Russie. Ainsi, la mission de Manstein consistait à stopper les attaques ennemies, secourir la 6e armée et rétablir le front entre le groupe d'armée B au nord et le groupe d'armée A au sud. Basé sur les garanties du commandant de la Luftwaffe, Hermann Göring, quant à sa capacité, Hitler avait ordonné à la Luftwaffe d'organiser un pont aérien pour fournir des ravitaillements à la poche de Stalingrad et avait demandé à la 6e armée de se retrancher et d'attendre le secours. Cependant, Manstein savait que la 6e armée ne pouvait pas rester à Stalingrad comme Hitler l'espérait. Pour lui, les seules questions étaient de savoir quand une force de secours adéquate pourrait être réunie pour attaquer la poche de l'extérieur, et si le pont aérien permettrait à la 6e armée de tenir jusque-là. Dans la steppe balayée par le vent à l'ouest de Stalingrad, la scène était celle d'un chaos et d'une panique totale. Les avant-gardes soviétiques avaient anéanti les services administratifs et de ravitaillement à l'arrière de la 6e armée. Le train de Manstein arriva à Novocherkassk peu après midi le 26 novembre et son nouveau groupe d'armée, Don, fut déclaré opérationnel dès le lendemain. Ce nouveau groupe comprenait la 6e armée allemande et la 3e armée roumaine, ainsi que le 4e armée panzer allemande et le 4e armée roumaine, ces deux dernières étant regroupées sous le groupe d'armée haute, commandé par le colonel général Hermann Hoth. Le lendemain, le haut commandement allemand informa Manstein des renforts qu'il recevrait pour mener l'offensive nécessaire. Ces unités incluaient le 57e corps Panzer, avec les 6e et 23e divisions Panzer et la 15e division de campagne de la Luftwaffe qui devait arriver dans son secteur pour le 3 décembre. Ces renforts seraient déployés dans le secteur de la 3e armée roumaine et devaient être opérationnels pour le 5 décembre. À cela s'ajoutaient d'autres unités déjà présentes dans la zone qui seraient connues sous le nom de détachement ou armée Holit. Manstein pensait que ces unités, parmi lesquelles se trouvaient 4 divisions Panzer, 4 divisions d'infanterie et de montagne et 3 divisions de campagne de la Luftwaffe, pourraient suffire à percer jusqu'à la 6e armée, même en tenant compte du fait que les divisions de la Luftwaffe n'étaient adaptées qu'à la défense. Quoi qu'il en soit, il était clair que tout dépendrait de l'arrivée à temps de ces unités à leur position pour pouvoir attaquer le plus rapidement possible. Le 28 novembre,
Manstein envoya un long télégramme à Hitler dans lequel il décrivait en détail son évaluation de la situation et ses intentions. Manstein savait que le mieux qu'il pouvait espérer était d'atteindre la 6e armée, l'aider à se retirer de Stalingrad et rétablir un contact solide avec le groupe d'armées A tout en se retirant du Caucase. C'est ce qu'il proposa. 2 jours plus tard, Hitler appela Manstein en pleine nuit. « Je ne peux pas accepter vos propositions, Herr Feldmarschall », déclara Hitler. « La 6e armée est retranchée sur mes ordres et défendra cette forteresse. Je veux d'autres propositions de votre part. Mein Führer, placez le groupe d'armée A sous mon commandement et donnez-moi une liberté opérationnelle pour les 2 groupes d'armées, répondit Manstein. Cela n'est pas possible, rétorqua le leader allemand. Mein Führer, dites-moi, je vous prie, ce que fait le groupe d'armée A dans le Caucase, demanda Manstein. C'est une question de possession de Bakou, répondit Hitler. À moins que nous n'obtenions le pétrole de Bakou, la guerre est perdue. Si je ne peux plus vous fournir le pétrole nécessaire à vos opérations, Herr Feldmarschall, vous ne pourrez rien faire. Et il ajouta, dans une guerre mécanisée, tout dépend du pétrole. Mein Führer, interrompit Manstein, placez tout le groupe d'armée A sous mon commandement, donnez-moi une liberté opérationnelle, et je vous offrirai une bataille décisive dans le sud de la Russie, après quoi vous pourrez obtenir votre pétrole où vous voulez. Finalement, Hitler mit fin à la conversation, en refusant les demandes de Manstein. Le 1er décembre, Manstein publia son plan pour l'attaque de secours. Celui-ci prévoyait que le 57e corps Panzer attaque au nord-est depuis Kotelnikovo, à travers la steppe jusqu'à Stalingrad, tandis que le 48e corps Panzer attaquerait depuis sa tête de pont sur le fleuve Don, près de Nijni Tchirskaya, vers l'est en direction de la Poche. Bien que Nijni Tchirskaya se trouvât à environ 50 km plus près de la Poche, Manstein savait que les Russes étaient conscients de l'importance de cette tête de pont et y accumulaient des forces. Il espérait donc surprendre l'ennemi en lançant son attaque depuis un point plus au sud. Lorsque l'avance du 57e corps Panzer atteindrait le niveau de la tête de pont, le 48e corps Panzer se joindrait à l'attaque. Manstein espérait lancer l'offensive le 8 décembre. Pendant ce temps, à l'intérieur du périmètre encerclé de Stalingrad, les privations des troupes allemandes ne cessaient d'augmenter. Chaque jour, les rations de nourriture et de munitions diminuaient, et le nombre de soldats malades ne cessait de croître. En moyenne, la Luftwaffe parvint à livrer seulement 58,3 tonnes de ravitaillement par jour, soit un peu plus de 10% des besoins quotidiens minimum. Au cours de la première semaine de décembre, les renforts commencèrent à arriver progressivement. Le groupe d'armée Olit reçut la 336e division d'infanterie, qui commença à occuper des positions le long du bas Shir, ainsi que la 7e division de campagne de la Luftwaffe. Quelques jours plus tard, le 7 décembre, la 11e division Panzer rejoignit également les forces. Cette unité passa la semaine suivante comme brigade de pompiers, tentant de contenir la pression exercée par les soviétiques dans le secteur proche de la ville d'Oblivskaya. Au cours de ces actions, elle détruisit plus de 130 chars ennemis. Les principaux aérodromes utilisés pour le pont aérien vers Stalingrad étaient situés derrière le bas Shir. Ainsi, toute percée soviétique dans le Shir menaçait l'effort de ravitaillement et devait être éliminée. Pour cette raison, il semblait de moins en moins probable que le 48e corps Panzer puisse se dégager du front du Shir pour participer à l'attaque de sauvetage. Finalement, ce serait donc le 57e corps Panzer du général Kirchner qui serait seul à mener la mission. D'autre part, la 6e division Panzer était arrivée à Kotelnikovo à temps, mais avait été contrainte de combattre contre les unités ennemies établies sur place.
Quant à la 15e division de campagne de la Luftwaffe, elle était encore en phase de formation dans la région de Salsk. Manstein n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait pas lancer l'attaque de sauvetage le 8 décembre avec les unités affaiblies à sa disposition. Manstein menait une course contre la mort, et il le savait. Tout d'abord, il devait surveiller son flanc nord. Il savait qu'une répétition de l'attaque soviétique de type Uranus sur son flanc nord, déjà fragile, pourrait très rapidement se transformer en catastrophe, aussi bien pour le groupe d'armée Don que pour le groupe d'armée A au sud. Mais ce scénario ne semblait pas imminent. En attendant, il devait maintenir la 6e armée à Stalingrad grâce à un pont aérien qui, jusqu'à présent, n'avait pas été en mesure de satisfaire les besoins minimums, tout en constituant une force de secours suffisamment puissante pour libérer les troupes encerclées. Heureusement pour les Allemands, Staline faisait face à un problème similaire. Tandis que Manstein devait libérer la 6e armée pour éviter que les groupes d'armées Don et A ne soient isolés, Staline devait éliminer la 6e armée pour libérer suffisamment de troupes et pouvoir isoler les groupes d'armées allemands. Finalement, Manstein reçut une bonne nouvelle au milieu du désespoir et du pessimisme. La 6e division Panzer avait remporté une victoire impressionnante. Au cours d'une bataille de 2 jours au nord de Kotelnikovo, la division allemande détruisit 2 divisions soviétiques et une brigade de chars. De bonnes nouvelles arrivaient également depuis l'intérieur de Stalingrad. La pression soviétique diminuait jour après jour. De plus, le 57e corps Panzer, stationné à Kotelnikovo, notifia qu'il était prêt à attaquer. Au final, les 2 unités les plus importantes participant à l'opération de sauvetage seraient la 23e division Panzer, avec environ 100 chars, et la 6e division Panzer. Les restes des 5e et 8e divisions de cavalerie roumaine étaient prêts à couvrir le flanc droit des divisions Panzer allemandes. La distance entre le secteur de Mishkova, point de départ de l'opération, et les troupes encerclées était d'environ 90 km. À l'aube du 12 décembre, l'artillerie allemande ouvrit le feu sur les positions soviétiques dans le secteur de Kotelnikovo. Immédiatement après, la 6e division Panzer lance son attaque. Simultanément, la 23e division Panzer attaqua en direction du nord-est, vers Pimen-Cherny. À 9h50, après avoir pris Pimen-Cherny, la 23e division Panzer poursuivit son avancée, attaquant Nebikov et Kochara. L'avance de la 6e division Panzer fut si rapide qu'elle envahit les positions d'artillerie ennemies, avant qu'elle ne puisse ouvrir le feu ou se replier hors de danger. En milieu de matinée, ces chars avaient envahi le quartier général ennemi, abandonné précipitamment, paralysant ainsi le contrôle des opérations soviétiques. Les tentatives des Soviétiques de manœuvrer leurs rares chars et canons défensifs pour contrer cette nouvelle menace furent totalement vaines, car ils furent rapidement détruits. Pendant ce temps, la 23e division Panzer sécurisait le flanc droit. À 13h35, elle parvint à capturer Nebikov, détruisant toutes les unités soviétiques qu'elle y trouva. Peu avant la tombée de la nuit, la division atteignit son objectif du jour près de Chilekovo et établit un contact avec le bataillon de motocyclistes de la 6e division Panzer sur sa gauche. Au cours de la nuit, la division consolida les positions prises et se réorganisa pour poursuivre l'attaque. L'attaque allemande surprit les soviétiques. Le général Yeremenko, commandant du front de Stalingrad soviétique, craignait que l'offensive de Hoth ne menace l'arrière du 57e armée, qui maintenait le front d'encerclement au sud de Stalingrad. Il avertit Staline que, si cela se produisait, il pourrait être possible pour la 6e armée de percer les lignes du 57e et de s'échapper de la poche. Staline, mécontent, ordonna à Yeremenko de tenir coûte que coûte, lui promettant d'envoyer la 2e armée de la garde en renfort. À 20h,
Après une courte pause, les chars de la 6e division Panzer se remirent en marche, leur objectif suivant étant le bras nord de la rivière Aksai, à 22 km au nord. Au matin du 13 décembre, ils atteignirent la rivière, puis commencèrent à la traverser. Pendant ce temps, la 23e division Panzer subit une attaque sur son flanc droit, l'obligeant à adopter des positions défensives. De même, en fin de journée, l'avant-garde de la 6e division Panzer fut attaquée par des dizaines de chars soviétiques. Finalement, les Allemands réussirent à repousser l'assaut soviétique, détruisant plus de 60 blindés ennemis et les mettant en fuite. Le jour suivant, après de nombreuses sollicitations auprès de Hitler, la 17e division Panzer fut envoyée pour rejoindre l'attaque menée par le 57e corps Panzer. De son côté, la 23e division Panzer passa la journée à combattre un ennemi de plus en plus nombreux sur son flanc droit et n'avait pas encore atteint le nord de l'Aksai. Si les Soviétiques parvenaient à reprendre Salivski, les hommes de la division se retrouveraient isolés au nord de la rivière, dans une situation périlleuse. De plus, l'objectif du combat n'était pas de capturer et de conserver le terrain, mais d'épuiser un ennemi numériquement supérieur, ce qui fut sans aucun doute accompli. Le 14 décembre, la 23e division Panzer reprit son élan, capturant Samokhine avant midi et se rapprochant de Krugliakov sur l'Aksai en milieu d'après-midi. Dans un mouvement audacieux, une compagnie de chars tourna vers le sud et, à la surprise générale, captura intact le pont ferroviaire sur l'Aksai. L'événement le plus important du 15 décembre se produisit sur le front du Shir, où la tête de pont, longtemps tenue près du Don, à Nizhne-Chirskaya, fut perdue. Sans cette tête de pont, les unités allemandes stationnées là ne pouvaient plus attaquer vers Stalingrad et furent redirigées vers le sud pour rejoindre l'offensive du 57e corps Panzer. Alors que les unités allemandes tentaient de progresser vers Stalingrad, les soviétiques activèrent la deuxième phase de leur plan, connue sous le nom d'opération Petit Saturne. Initialement, l'offensive soviétique devait viser Rostov, mais les nouveaux développements incitèrent Staline à changer d'avis. Ainsi, au lieu d'attaquer vers le sud-ouest en direction de Rostov, la deuxième armée de la garde fut redirigée pour attaquer vers le sud-est, ciblant l'arrière de l'offensive de secours de Hoth. La nouvelle opération fut lancée tôt le matin du 16 décembre, depuis les confins nord du coude du Don, de part et d'autre de Boguchar. La 6e armée soviétique, ainsi que les 2e et 3e armées de la garde, attaquèrent l'armée provisoire Holyte et le 8e armée italienne. Malgré leur supériorité, les soviétiques firent peu de progrès ce premier jour. Pendant ce temps, le 17 décembre, la 23e division Panzer et la 6e division Panzer poursuivirent leur avancée, soutenue par la Luftwaffe, qui détruisit de nombreux blindés soviétiques. Dans l'après-midi, les Allemands continuèrent leur progression, bien que la résistance ennemie devint de plus en plus intense. En fin de journée, la 17e division Panzer atteignit enfin ses positions et se joignit à l'offensive. Le 18 décembre, l'avance allemande se poursuivit. Bien qu'il restât encore une grande distance à parcourir pour atteindre Stalingrad, beaucoup espéraient que les troupes de la 6e armée puissent combler l'écart restant. Cependant, dès le 19 décembre, Manstein dut faire face à un problème encore plus grave. Sur le flanc nord du groupe d'armées, la situation du voisin, la 8e armée italienne, s'était gravement détériorée dès le deuxième jour de l'offensive Petit Saturne. Peu après, les forces italiennes s'effondrèrent complètement, exposant tout le flanc gauche de l'armée provisoire Holyte. Cela signifiait que 3 armées soviétiques étaient prêtes à foncer vers le sud-est, à une distance de 40 à 45 km derrière les lignes de front de l'armée provisoire Holyte sur le fleuve Shir,
et à s'écraser directement contre l'arrière de l'offensive du 57e Corps Panzer sur la Mishkova. Le groupe d'armées allemands risquait alors d'être encerclé ou détruit. À ce moment-là, Manstein comprit ce qui était en train de se produire. Bien que l'attaque de Hoth se fût approchée à seulement 80 km de la poche, elle s'était ralentie au point de s'arrêter. Avec la résistance soviétique qui augmentait de jour en jour, il devenait improbable que l'avance puisse reprendre. Par ailleurs, les rapports en provenance de Stalingrad indiquaient que les troupes assiégées étaient de plus en plus affaiblies et qu'il serait difficile de compter sur elles. Face à cette situation, Manstein savait qu'il devait agir rapidement. La dernière alternative restante était que la 6e armée de Paulus se lance à l'attaque pour rejoindre la pointe de l'avancée de Hoth. Manstein était convaincu que si la 6e armée attaquait de toutes ses forces, elle pourrait établir une jonction avec la 4e armée Panzer. Une telle action impliquerait toutefois l'abandon de Stalingrad. L'intention de Manstein était de faire agir la 6e armée en 2 phases. Tout d'abord, avec le mot-clé « tempête d'hiver », la 6e armée attaquerait vers le sud-ouest pour rejoindre le 57e Corps Panzer, tout en maintenant l'intégralité du front autour de Stalingrad. Dans une deuxième phase, le mot-clé tonnerre signifiait que Paulus commencerait un retrait progressif de Stalingrad. Manstein pensait que Hitler accepterait l'ordre tempête d'hiver parce que c'était le seul moyen de permettre le passage d'un convoi de ravitaillement. Il savait aussi que Hitler annulerait immédiatement l'ordre d'évacuation s'il était donné trop tôt. Il fallait donc agir dans une situation critique telle que Hitler ne puisse pas le refuser. À l'aube du 19 décembre, Manstein envoya son chef du renseignement, le major Hans Eismann, dans la poche pour expliquer son plan à Paulus. Pendant ce temps, l'avance des 6e, 17e et 23e divisions Panzer était complètement stoppée. En fin d'après-midi, Manstein envoya un message urgent à Hitler. Il informa les chefs allemands qu'il doutait que l'attaque de secours du 57e Corps Panzer puisse atteindre la poche. Le principal facteur était à ce moment-là que le flanc gauche du groupe d'armées risquait sérieusement de s'effondrer. La seule solution, déclara-t-il, serait que la 6e armée attaque vers le sud-ouest pour établir une jonction avec le 57e Corps Panzer, tout en ordonnant simultanément le retrait de toutes les troupes du Caucase. Au cours de l'après-midi du 19 décembre, avant de recevoir une réponse de Hitler, Manstein entra en contact avec Paulus via une nouvelle liaison radio à haute fréquence récemment installée. Paulus expliqua les différents scénarios décrits par Eismann et déclara qu'il pensait désormais que la seule alternative viable était un retrait complet de Stalingrad. Manstein lui demanda quand la 6e armée pourrait être prête à partir, ainsi que la quantité de vivres et de carburant nécessaires. Paulus répondit qu'elle pourrait être prête dans 3 ou 4 jours et aurait besoin de rations réduites pour environ 10 jours, ainsi que d'une quantité de carburant 1,5 fois supérieure à la normale. Sur la base de cette conversation, Manstein ordonna que les troupes assiégées à Stalingrad commencent à se préparer à percer les lignes ennemies, une opération devant commencer dans 3 ou 4 jours. Sur le front du 57e Corps Panzer à Mishkova, le 2e armée de garde soviétique acheva son déploiement dans l'après-midi du 21 décembre et se prépara à attaquer le lendemain matin. Il y avait désormais 19 divisions et demie soviétiques avec 149 000 hommes et plus de 600 chars alignés contre le 57e Corps Panzer, qui ne disposait que de 85 chars. Le général Zeitzler, chef d'état-major de l'armée, avait toujours été d'accord avec Manstein sur la nécessité pour la 6e armée d'abandonner Stalingrad. Le 22 décembre, il crut avoir obtenu le consentement de Hitler. En discutant de la question, Hitler déclara finalement « Très bien, alors, rédigez un message à Paulus, en lui demandant jusqu'où il peut aller s'il reçoit l'ordre de s'échapper. »
Un Seitzler, soulagé, rédigea immédiatement le message pour Paulus. Ce dernier répondit « 30 kilomètres au maximum ». Le 23 décembre, Manstein appela Hitler à son quartier général de Rastenburg dans une ultime tentative désespérée pour obtenir l'autorisation que Paulus abandonne Stalingrad. Après que Manstein eut présenté son plaidoyer passionné, Hitler répondit « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Paulus n'a que suffisamment de carburant pour 30 kilomètres au maximum. Lui-même dit qu'il ne peut pas s'échapper pour l'instant. » Frustré, Manstein sentit que la dernière chance de sauver la 6e armée lui échappait. Mais il ne pouvait plus attendre. Manstein devait agir pour sauver son groupe d'armées, sans parler du groupe d'armées A dans le Caucase. C'est alors que Manstein commença à appeler, un par un, tous les généraux de corps d'armée et de division sous son commandement, et leur donna l'ordre de se replier vers Rostov. Paulus et ses hommes furent alors abandonnés à leur sort. Lors d'un dernier appel entre Manstein et Paulus, ce dernier réaffirma qu'il n'avait pas assez de carburant pour agir. Au final, ni Manstein ni Paulus ne voulurent aller à l'encontre des ordres de Hitler, qui refusait catégoriquement d'évacuer Stalingrad. Tous deux utilisèrent la question du carburant comme excuse pour ne pas agir. Peut-être que s'ils avaient eu la moindre idée qu'en 10 ans seulement, 5% des soldats faits prisonniers à Stalingrad seraient encore en vie pour retourner en Allemagne, ils auraient agi différemment. La garnison finit par tomber début février 1943. En revanche, Manstein put stabiliser la situation sur le front sud-est début mars grâce à sa célèbre contre-offensive de Kharkov. Et vous, que pensez-vous de cette opération de sauvetage? Un salut à tous et à dimanche prochain. À bientôt.